la majorité, vous n'avez pas encore bien configuré vos machines virtuelles, etc. Il y en a qui n'ont pas d'Internet. Donc, je vais pas avoir le déphasage entre les étudiants. Donc, un qui est à jour vraiment et un qui n'a pas pu faire le TP en ligne. Donc, on va juste revoir ce qu'on a fait les séances passées. Je vais répondre à vos questions. Ensuite, je vais vous demander de jeter un coup d'œil sur le reste du TP pour bien avancer les séances prochaines. Alors, j'ai préparé quelques slides pour résumer ce qu'on a déjà vu dans les séances passées, donc tous les TP. Ça sera peut-être je vais dire que c'est vraiment un petit résumé, mais on a vu des choses, donc hors ça c'est vraiment l'essentiel. Pour le premier TP, les choses à retenir, donc c'était quoi? Donc, on a commencé par interpréter les codes. Donc, on a vu ce que ça veut dire le void avant un main. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas de retour. Donc, il n'y a pas de retour. Donc, c'est une fonction sans retour. On ne va pas avoir un résultat à la fin si vous voulez. Le void, entre parenthèses, on n'a pas besoin d'arguments. Donc, il y a des algorithmes où on n'a pas à donner des arguments, des paramètres, des entiers, des chaînes de caractères ou autre chose. On a vu aussi le argc et le argv. Donc, le argc, on a dit que c'était un compteur de type entier. Il contient le nombre d'arguments donnés par l'utilisateur et il commence à partir de 1. Donc, si on donne aucun argument, si l'utilisateur ne donne aucun argument, si on va afficher le argc, on va trouver la valeur 1. Pour le argv, c'est un tableau qui va contenir des pointeurs vers les paramètres donnés par l'utilisateur. Avant de passer à autre chose, je vais vous montrer, bon, on va juste revoir le truc, je vais redémarrer mon machine virtuelle. Après, je reviens sur ça. Après, quand on a écrit les codes, on les a interprétés, etc., on a vu, si on peut dire, le cycle de vie d'un programme ou là d'un énoncé. Alors, on a l'énoncé terminal, c'est un problème donné par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, il veut faire une tâche quelconque. Donc, la tâche headit peut être un truc tout basique, comme il peut être un grand projet. On passe par l'étape de résolution du problème pour obtenir l'algorithme. Donc, l'algorithme, pour nous, c'est quoi? C'est une suite d'étapes, d'instructions qui a pour but de résoudre le problème donné en premier, donc dans l'énoncé. Ensuite, l'algorithme, on va le taper sur un ordinateur, donc ça devient un code source, et là, on parle de la programmation. Une fois le code source compilé, on obtiendra le code objet, donc c'est un fichier avec l'extension .o. Et à la fin, le code objet, on va lui rajouter les liens pour avoir un code exécutable. Donc, l'étape de la compilation, on a dit qu'elle vise à donner donc, les erreurs syntaxiques et sémantiques. Les erreurs syntaxiques comme, This meeting is being recorded. les points-virgules, l'écriture du printf, etc. Donc, c'est des erreurs de syntaxe qu'on peut voir. Les erreurs sémantiques, comme par exemple la division sur 0. Donc, lors de la compilation, on va vous afficher qu'il n'y a pas d'erreur syntaxique, mais il ne va pas continuer l'étape de l'édition de lien car il y a un problème quelque part. Pour le faire sous Linux, on utilise la commande GCC. Donc pour faire l'étape de la compilation seule, on a utilisé gcc-c programme.c. Ensuite, on va obtenir un fichier objet, donc un code objet qui s'appelle programme, donc le même nom du code source, donc le nom .o. Pour faire l'étape de l'édition des liens, donc pour rajouter les liens, on va faire gcc programme.o-o programme.
Pour faire les deux étapes en même temps, donc on peut utiliser directement GCC programme.c-au programme. On a dit pourquoi on sépare les deux étapes. C'était pour la simple raison, on imagine toujours qu'on travaille sur un grand projet pour juste économiser le temps, donc pour ne pas compiler après, essayer de faire les liens, donc faire l'édition de liens sur un code objet qui contient des erreurs, donc il y a toujours un problème au milieu. Donc, pour ne pas faire le tout en même temps et perdre du temps, on va d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, on va faire l'édition des liens. On a dit que l'édition des liens, le but c'était beaucoup plus pour faire la liaison entre les fonctions de notre code et les bibliothèques. Donc, importer une fonction d'une bibliothèque. Donc, le code de la fonction, il se trouve généralement dans une bibliothèque. Par exemple, la fonction printf ou scanf, le code, il se trouve dans la bibliothèque stdio.h. Donc, pour faire la liaison entre le printf, donc le mot printf et son code source qui se trouve dans une bibliothèque, on va faire les liens. Donc, on va faire le lien de la fonction avec son code. Là, je pense que c'était pour le premier TP. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport au TP1? Alors, Vu qu'il y a un silence, je pense que non. d'accord, vous pouvez toujours laisser vos questions par messagerie. Vous pouvez les envoyer par message. Si c'est bon pour vous, c'était les principaux points par rapport au TP1. Le TP2, on a commencé à avoir un peu la manipulation des fichiers sous Linux. Alors, dans le TP, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'appel system access. Donc, access, le but c'était quoi? C'était vérifier les droits d'accès d'un utilisateur pour un fichier donné. C'était juste la vérification. Donc, il y a une différence entre ouvrir un fichier avec un certain mode, donc un mode d'écriture ou de lecture, et vérifier si on a les permissions. Donc, avec l'appel system access, on doit juste vérifier, on peut juste vérifier les permissions qu'on possède par rapport à un fichier. Ensuite, on a vu l'appel system open. Avec open, on va ouvrir un fichier avec un mode d'ouverture précis ou on va le créer s'il n'existe pas. La fois passée, un étudiant il m'a dit que Madame, on a utilisé open, mais quand on a exécuté le code, on n'a pas vu l'ouverture du fichier. Donc, par exemple, avec un éditeur quelconque, Gedit ou la Nano ou la Vim. Donc, là, l'ouverture, elle n'est pas explicite. Donc, on ne va pas voir la fenêtre, etc., mais plutôt elle est implicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai exécuté open dans un code C, par exemple, j'ai fait open, le nom du fichier, le mode d'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire que le fichier est ouvert maintenant en mode de lecture ou d'écriture? Ça veut dire qu'en utilisant ce même code, je vais pouvoir lire et ou écrire sur ce fichier en utilisant d'autres instructions. On va pas voir le fichier ouvert avec un éditeur quelque part dans une autre fenêtre. C'est juste le sens qu'on va pouvoir manipuler le fichier à travers un code. C'était un point par rapport à l'utilisation d'Open. Une remarque, Hadia, je pense qu'il y en a des personnes qui n'ont pas bien saisi, que pour les appels système, on utilise le manuel numéro 2. Donc, il y a certaines distributions Linux où, quand on tape la commande, par exemple, man open, il va directement ouvrir le manuel numéro 2. Il y a certaines versions, non, il va ouvrir le manuel numéro 1 par défaut. Donc, pour voir les appels système, donc les commandes en tant qu'appel système, on va utiliser le manuel numéro 2. Oui. Il y a un étudiant, il vous a dit si vous pouvez répéter open. D'accord. Alors, l'appel système open. Quand on dit open, open, c'est ouvrir. Donc, l'utilité c'est quoi? C'est ouvrir un fichier avec un mode d'ouverture bien précis. Et on va le créer en cas où il n'existe pas. Alors, OpenHati, oui, utilisons dans des codes C. Donc, des codes .c. On les a programmés.
On a fait open avec des paramètres, le nom de fichier, le mode d'ouverture, etc. Maintenant, open, quand on exécute le code Tana, on ne va pas voir l'ouverture du fichier explicitement. Une fenêtre où tu ouvres le fichier, etc. C'est juste que le code hadak, le programme dialek, maintenant, il a un accès vers le fichier hadak, il me dit tout en paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire un accès? Ça veut dire que le fichier, on va utiliser d'autres instructions pour récupérer ou la rajouter de l'information. C'est ça l'ouverture d'un fichier. Un processus dans le système, il possède une table, donc la table fait les fichiers les parmi les fichiers le fichier. Donc le fichier on l'a ouvert, on va pas voir l'ouverture dans une fenêtre ou là. C'est juste que l'ouverture par rapport au programme. Donc le programme il va pouvoir manipuler le fichier ouvert. Donc ça dépend le mode d'ouverture. Soit etc. Est-ce que c'est clair l'idée? D'accord, très bien. Ensuite, pour ouvrir un fichier, etc., on a parlé, bon, évidemment, c'est les fichiers, on a parlé d'un descripteur de fichier. Un descripteur de fichier, on a dit que c'est un numéro unique, il représente l'identité d'un fichier. Bon, la table des inodes, on va pas en parler par la suite. On a dit qu'un processus, j'ai dit qu'il possède une table des fichiers ouverts. Bon, je ne sais pas, est-ce que je peux utiliser un tableau, c'est pas un truc. Voilà. Chaque processus, il possède une table. Donc, quand le processus est créé, donc on a dit le processus, c'est un programme qui est prêt à l'exécution. Il possède une table avec plusieurs entrées pour dire les fichiers ouverts par ce processus. Donc, ce processus, il est en train d'utiliser quel fichier? Par défaut, déjà, il a 3 entrées, donc FD 0, 1 et 2. Donc, il a 3 fichiers ouverts par défaut. Quels sont les fichiers Hadouma? Les fichiers Hadouma, c'est stdin. Donc, stdin, c'est l'entrée standard. On a dit que l'entrée standard, c'est le clavier. Donc, comme l'utilisateur, on peut l'utiliser directement à partir du fichier stdin, donc l'entrée standard. Aussi, on a le fd égale 1, c'est un autre fichier, c'est le stdout. Le stdout, c'est le terminal. Donc, quand on veut écrire à partir d'un fichier et on va écrire, on peut choisir de créer un fichier qui n'existait pas avant, ou là, on peut choisir directement la sortie standard qui est le terminal. Le descripteur de fichier Taha, c'est le numéro 1. Pour la sortie d'erreur, donc on peut soit rediriger les erreurs vers un autre fichier ou bien les afficher directement sur le terminal. Donc, il faut garder en tête que chaque processus, lors de sa création, on va lui créer une table associée qui contient tous les fichiers qu'il manipule. Les 3 premiers, toujours, ça sera stdin, stdout et std erreur. Bon, il y a une erreur, on a fait slide away. std erreur. Je ne sais pas, non, c'est à l'intérieur. Le std error. Là, comme remarque, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que sous Linux, tout est fichier. Donc, le clavier est représenté par un fichier, les périphériques, le disque, les flash disques que vous utiliserez, les paramètres, tout est fichier sous Linux. Donc, c'est ça la force de Linux. Bon, je vais effacer effacer, voilà. Alors, ça, c'était pour la partie 1 du TP2. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Là, j'ai essayé de résumer vraiment le plus important. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, pour la partie 2. Bon, la partie 2, Hadi, je sais que vous avez déjà vu les permissions L2. Mais je ne sais pas avec quel détail, ou là, est-ce que vous avez vu tout ça et on est en train de refaire, ou là, on voit d'autres choses. L'essentiel. Dans cette partie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le U masque.
Donc, le umask, c'est un filtre. On le définit. Donc, il définit les permissions à enlever pour un fichier et ou un répertoire. Qu'il faut garder en tête que le umask, c'est un filtre pour tout le système d'exploitation. Donc, il est modifiable. Quand on définit un masque, donc le umask, on lui donne une valeur. Le masque qui sera appliqué à la CAML, les fichiers et répertoires qui seront créés à partir de ce moment. Donc, on a fait le umask. À partir de là, tout sera lié à ce masque. Par contre, il ne va pas changer ce qui était avant. Et la façon d'utilisation, on va la voir. Donc, on va la revoir. Alors, pour les droits d'accès, sous Linux, on a 3 droits. Bon, évidemment, read, write, execute, read, write, execute. Donc, on a l'owner, donc c'est l'utilisateur. Le groupe, donc le groupe, il peut contenir plusieurs utilisateurs et on a other pour les autres. Quand on fait, bon, je vais essayer de voir sur ma machine. Vous voyez bien ma machine? Est-ce que vous arrivez à voir ma machine virtuelle? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, si on va utiliser la commande ls pour voir ce qui existe dans un répertoire quelconque, donc on va afficher plus de détails ls-l. Là, vous allez voir qu'on a dans certains éléments un tiret après les droits d'exécution et d'autres, on a un D après les droits d'exécution. C'est quoi la différence? Fichier et répertoire. Voilà. Donc, où il y a le tiret header, ça veut dire que c'est un fichier. Le D, c'est pour directory, donc c'est un répertoire. Bon, je reviens pour ma présentation. Alors, on a les trois droits read, write, execute pour le owner, le groupe et pour les autres. La différence entre le tiret et le D, c'est directory et fichier. Comment représenter les droits d'accès en mode binaire? Donc, si on possède le droit, on va le représenter par un 1. Sinon, c'est un tiret. Donc, 1 pour dire qu'on possède la permission et 0 sinon. Là, sur Linux, vous allez trouver le tiret header pour dire qu'on ne possède pas le droit. Pour représenter les choses en mode octal, donc on va prendre les 3 bits, par exemple 1, 1, 1, donc pour user, et on va les convertir en décimales. Donc 1, 1, 1, ça donne un 7. 110, ça donne un 6, etc. Par défaut, donc sous Linux, si on ne parle pas du masque, donc il n'y a pas de masque. Comme la fois passée, soit que nous explicitement en utilisant la commande de chmod, soit le compilateur il va le donner lors de la génération du fichier exécutable. Par contre, pour les répertoires, par défaut, donc j'ai dit que si on ne possède pas d'un filtre, donc le umask, la valeur tau, elle est nulle, on va avoir les droits d'exécution, donc read, write, execute pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire l'exécution pour un répertoire? Alors, pour un répertoire, l'exécution, ça veut dire que soit exécuter un fichier qui se trouve dans ce répertoire,
soit modifier le répertoire lui-même, donc le renommer, le déplacer, le supprimer, etc. Donc, c'est ça l'exécution par rapport au répertoire. Pour maintenant, dans la réalité, on a toujours un filtre. Donc, le umask, il a toujours une valeur. Donc, pour connaître la permission donnée à un fichier donc, lors de sa création, il suffit de soustraire la valeur du umask du 666. Donc, soit on utilise le mode open, donc faire la soustraction le plus normalement possible, soit on va utiliser la façon, donc les calculs binaires. Pour les répertoires, il suffit de prendre la valeur, donc soustraire la valeur du masque à partir du 777, donc le droit donné par défaut. Là, on va voir un exemple. Donc, comment calculer les droits, les permissions pour un fichier avec un umask par défaut qui est 0022. La fois passée, on a celui qui nomme la valeur 00302, les qui nomme 0022. Donc, j'ai pris 0022. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer les permissions d'un fichier? Donc, la méthode de calculer n'importe quelle, donc la permission de n'importe quel fichier. Bon, le premier bit, on ne va pas le voir. Donc, le umask fait 4 bits. Les 4 bits, en octal, en binaire. Donc, le premier bit, parce que ça concerne des raisons de sécurité. Donc, ce n'est pas vraiment les permissions. Bon, c'est les permissions, mais point de vue vraiment sécurité, on ne va pas voir ça cette année. Pour les 3 bits, c'est le reste des droits. On va commencer par représenter les 3 bits en mode binaire. Donc, le 0, c'est 0, le 2, c'est 0,10 et le 2, c'est 0,10. Qu'est-ce que ça veut dire? كيفاش رانا رايحين نوتيليزيو حنا قلنا بلي عندنا 3 modes d'utilisation, 3 utilisateurs si je peux dire ça. Donc on a le owner عنده les trois droits, on a le groupe et on a les autres donc others. Le fichier par défaut حيكون عنده 666 لو كان جا le masque 40. Mais comme le masque تاعنا ما راهوش 0 تما كاين un filtre quelque part ورانا نحو des droits pour certains utilisateurs. Comment le savoir? On va commencer par écrire le 666. Donc, 666, c'est 110 ou la tirée. Donc, on a read write pour tout le monde. Pour savoir maintenant, nous allons faire un touch sur la machine d'IALI, les fichiers TAI, où nous avons les permissions les parce que lors de la création, il va appliquer le masque. Donc, comment savoir les permissions que je vais obtenir lors de l'utilisation de la commande touch? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le masque d'IALI. Donc, le masque, là, on a un 0. On a un 1, je vais garder un 1. Donc, le masque, si un 0, ça veut dire que je peux avoir les droits Hadouma le plus normalement du monde. Donc, le 1, il reste un 1. Bon, le tiré, le 0, il reste un 0. Donc, pour l'exécution, le 1, ça reste un 1. Hop, dans le masque d'IALI, j'ai un 1. Pardon. J'ai un 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Le masque, on a dit, il sert à filtrer les permissions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais enlever cette permission. Donc, cette permission, c'est quoi? C'est le droit d'écriture par rapport au groupe. Donc, le 1, donc, je vais avoir un 0. Donc, le fichier créé, il n'aura pas le droit d'écriture pour les groupes. D'accord? Le reste, ça sera la même chose. Donc, là, j'ai un 1 dans le masque, donc je vais enlever le droit hadaya et ça va me donner un 0. Donc, voilà les permissions que je vais avoir sur mon fichier. On peut le tester maintenant sur place. Voilà. Je vais voir la valeur du masque. C'est 0,22. Je vais faire un touch. Une question dans le chat. Est-ce qu'on fait un XOR? Un XOR qui veut dire un
Un XOR, c'est l'inverse du AND, c'est ça. On n'a pas fait un AND. Hein. Bon, je vais revenir sur les slides. Le masque c'est un filtre. Donc, donc il faut imaginer bon, je vais juste prendre le truc de notation. Bon. Bon, c'est beaucoup. D'accord. Alors, on a un read, on a un write, on a un execute. Donc, c'est valable pour les deux autres. Là, on a le masque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a un 0, ça veut dire qu'on peut avoir le droit normalement. Si on a un 1, on ne va pas avoir le droit. Donc, le droit, c'est quoi? C'est un W, donc c'est un write pour le groupe et pour les autres. Maintenant, par défaut, Linux, quand il crée un fichier, il va lui donner les droits read-write pour tout le monde. Après la création, donc après l'utilisation de touch, il va automatiquement appliquer le masque Tana. Le masque Tana, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les droits mentionnés, donc le 1 hadaya ou le 1 hadaya. Donc, c'est des droits à enlever. Quand on crée un fichier, on va enlever les droits maintenant. Donc, là, le même si la création par défaut Linux a les droits camel, donc read-write pour tout le monde, parce qu'il y a le masque, on va enlever le droit d'écriture par rapport au groupe et other. Donc, on va remplacer le 1 par un 0. D'accord? C'est bon pour ce point. Je passe pour voir la chose. D'accord, très bien. Alors, Flamagenta, non? On a un 0. On a 0 droit attribué et un droit non attribué. Voilà. Dans le masque, le 0, ça veut dire qu'on peut attribuer ce droit. Le 1, ça veut dire qu'on ne peut pas le donner. Par contre, dans les permissions, donc quand on affiche sur la machine internat, le 1, ça veut dire qu'on a le droit, le 0 qu'on n'a pas. Donc, il faut faire la différence. Vu que le masque, c'est un filtre. Donc, c'est un filtre. Le filtre, ça veut dire quand je mets un 1, je ne veux pas avoir ce droit. C'est bon? Bon, est-ce que c'est le XOR? Non, ce n'est pas le XOR, parce qu'en fait, le XOR, quand on a un 0 avec un... Bon, 0, 1, ça veut dire un 1. Le 1, 1, ça donne un 0. Bon, oui, je peux dire que c'est le XOR. Je te confirme après. Bon, il y a quelqu'un qui a dit le 1, c'est pas un XOR. Voilà. Si on regarde les droits, tu as le owner, 0, 0, ça a donné 0. Si c'était un XOR, ça aurait donné un 1. Tu es sûr? Oui, oui. Le XOR machine, c'était quand on a 2 bits différents, ça donne un 1. Oui. Quand c'est la même chose, ça donne un 0. Ah oui. Donc, je pense que oui. Je ne veux pas dire un oui haka directement. Je vais confirmer ça par la suite, mais je pense oui, c'est un XOR. Alors, là, on va voir la chose juste pour confirmer que vraiment, on a les droits donc writing pour le groupe pour other. Si je vais faire touch et je vais faire ls-l test, voilà. Donc, les droits qui marchent sur les slides, donc on a le read-write pour l'utilisateur, on a le read pour groupe et pour other. Bon, je vais revenir les slides away. Voilà. Donc, on a le read-write pour l'utilisateur et on a le read pour les deux autres. C'est bon pour l'application du masque sur les fichiers.
si c'est bon, je vais refaire le même exemple, mais maintenant, on le fait sur les répertoires. Bon, sur les répertoires, c'est la même chose. Donc, le même masque, il sera appliqué et pour les fichiers et pour les répertoires. On a dit que le 2, c'est un 10. Donc, on va représenter les bits Tawana. Donc, le bit Hadak sur 3 bits. On a dit que c'est le mode octal. Là, c'est le mode binaire. Les répertoires, par contre, on a Linux, il va les créer par défaut avec les permissions read, write, execute pour tout le monde. Maintenant, on va les créer, mais on va appliquer le masque. Quelle valeur? En noir. Donc, 7, 7, 7, ça veut dire c'est 1 partout. Donc, pour read, write, execute pour tout le monde. Si on va faire MKDIR répertoire pour voir quel droit on va avoir avec ce masque. On a dit, s'il y a un 0, on va garder le droit. Donc, on va le garder normal. Donc, pour l'utilisateur, il aura tous les droits. Si on a maintenant un 1 dans le masque, on va enlever le droit talent. Donc le 1 hadaya haytnaha parce qu'on a un 1 dans le masque et hadaya il va rester parce que c'est un 0. La même chose pour other, donc on a un 1 là, donc un 1 dans le masque, donc ça va devenir un 0 et voilà les répertoires. On va mettre un 1 dans le masque. Donc, si on veut, par exemple, que l'utilisateur, donc user, le owner, il ne doit pas avoir le droit de lecture ou d'écriture, on va mettre le 1. Donc, pour la lecture, c'est 1 هنايا, et pour la lecture, le 1, il sera هنايا. Donc, c'est un XOR. Oui, c'est un XOR, mais c'est juste qu'il faut faire attention. Le slide d'avant, on a les fichiers Linux, on n'a pas le droit d'exécution par défaut. Donc, il ne faut pas mettre un 1 là, parce que sinon, après, le 0 avec le 0, il va donner un 1, alors que c'est faux. Donc, on ne va pas avoir le droit d'exécution. Il y a un 0. Donc, un 0, Linux, il ne va pas donner le droit. Donc, on ne va jamais avoir le droit là. Donc, le tiret, il faut le laisser en tirer. Donc, ne faites pas l'erreur de 1, 0, parce que le 0 avec 0, ça donne un 1 si on utilise le XOR. Donc, juste gardez en tête que le 1, ça veut dire qu'on va enlever le droit. Et 0, on va le donner. Bon, je vais faire le test pour le répertoire pour voir que c'est bon. Répertoire. Bon, j'ai une question qui dit, pouvons-nous changer le 666 par défaut pour les fichiers? Non. Là, c'est par défaut sous Linux. Donc, si on veut donner un droit d'exécution pour un fichier, soit on va le faire avec le chmod, soit avec un fichier, donc un code, un programme C, Python, etc. Donc, un programme, soit donc les compilateurs, ils vont le donner par défaut. Mais ça, c'est c'est des paramètres prédéfinis pour le système. Bon, pourquoi il ne m'a pas affiché? Laisse-moi. Voilà. Le répertoire, les droits, les permissions. Donc, on a enlevé exactement qui m'a le fichier. Donc, le fichier, on a un test. On a le droit d'écriture pour les groupes et pour other. Pour le répertoire, c'est de même. Donc, on a enlevé le droit d'écriture pour groupe et other. Et le reste, donc c'est la même chose. On a le répertoire, le droit d'exécution. Le système, il me donne par défaut. Donc, on le voit là. Sinon, je pense que c'est un petit peu plus clair. C'est bon pour cette partie? Oui, madame, c'est bon. D'accord.
Là, bon, j'ai quelques remarques dans des trucs qu'il faut garder en tête. Donc, le masque défini sur le système est plus prioritaire qu'un programme utilisateur. Donc, il y a le masque qui dit qu'on ne peut pas attribuer un droit de lecture ou d'écriture pour l'utilisateur groupe ou other. Et on va définir ou écrire un programme qui donne ces droits, on ne va jamais les avoir parce que le masque, il est toujours plus prioritaire. On a vu ça en TP. La commande chmod permet de changer les permissions pour un fichier qui existe déjà, donc il faut le créer, après changer les permissions. C'est quoi, la fois passée, c'est quoi la différence entre le masque et la commande chmod? La différence, elle est très claire. Donc, chmod, on peut les permissions. Le masque, on va juste enlever, dire que les permissions, on ne va jamais les avoir. Le masque, on le définit pour tout le système. Donc, le masque qui sera appliqué à les fichiers le système. Le chmod, il est utilisé pour appliquer des permissions spécifiques à un fichier bien particulier. La permission d'exécution pour un répertoire, c'est modifier l'emplacement, le supprimer, etc. Donc, exécuter des fichiers qui se trouvent dedans. Le masque, j'ai dit qu'il est modifiable. On utilise tout simplement la commande masque et la nouvelle valeur. Et le premier octet du masque est réservé pour des raisons de sécurité. Je pense que c'est les remarques que j'avais en tête par rapport au TP. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Parce que pour moi, j'ai terminé les slides. Enfin, un slide. Comme l'inode, c'est quoi? C'est une structure qui est définie dans le système, qui sert à afficher des informations sur un fichier. La partie la commande stat. Donc, stat qui permet de manipuler ces informations. Donc, soit en ligne de commande parce que c'est un appel système, soit en utilisant la programmation C. La structure est donc, il y a la table des inodes, c'est une liste. Chaque fichier a l'inode dialo. Chaque entrée de la table, donc chaque inode, il va pointer vers une structure. Donc la structure dit qu'elle est propre à chaque fichier dans le système. Il y a des informations telles que celui qui a créé le fichier, la dernière modification, les accès, les permissions, etc. Pour afficher l'inode d'un fichier bien particulier, on utilise tout simplement la commande stat et le nom du fichier. Stat et test, voilà. Donc, pardon. Donc, on va avoir des informations telles que la taille, nombre de blocs, les accès. Donc, vous pouvez voir que le mode d'accès ou là, les permissions, ils sont affichés en octal et en utilisant les lettres. Donc, read, write, execute, etc. L'accès, la modification, etc. On peut avoir les inodes, les fichiers et répertoires existants. Le répertoire les RNF ou n'importe quel autre répertoire. Donc, ls-i permet d'afficher les inodes, donc avec le numéro TANA, pour chaque fichier et ou répertoire. Je pense que pour le moment, en master, vous allez voir comment gérer les inodes, comment ils sont stockés, l'espace réservé, etc. Bon, cette fois, je pense que vraiment, c'est le dernier slide. Est-ce que vous avez des questions concernant les TP déjà vus? Alors, des questions? C'est quoi l'utilité d'inode? L'inode, c'est une identité d'un fichier. Donc, imaginez qu'on n'a pas l'inode.
Avec quoi on peut gérer le stockage des fichiers, la sécurité des fichiers. Donc, imaginez que créer un fichier. Avec le fichier, ما راكيش garder كامل les informations تاعو. شكون كرياه كيفاش les permissions etc. Après يجي un utilisateur واحد آخر يحب يقرا هذاك لو فيشي ولا les permissions هذوك راكي حاططهم وين نحطوا هذوك les permissions هذوك les permissions حتلقايهم في l'inode. L'inode c'est une structure qui contient des informations sur le fichier. C'est une identité. Donc, pour manipuler les fichiers, on manipule les inodes تاعهم. تسمى إذا حبينا نتريوهم، إذا حبينا on restreint l'accès ليهم, on réorganise dans le système, donc on utilise directement l'inode. Sinon, le nom d'un fichier, on peut appeler plusieurs fichiers avec le même nom. Il suffit juste de changer le répertoire. D'accord? D'accord. Autre question. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai terminé. Je vous demande juste de préparer le reste du TP, donc pour bien avancer la prochaine séance. Pourquoi enlever le droit d'écriture pour le groupe et other? C'est quoi le but? Là, c'est juste un exemple. Donc, on peut enlever n'importe quel autre droit. L'utilité dans la gestion des permissions Hadia, on peut dire c'est des raisons de sécurité. Donc, on ne veut pas que tout le monde ait accès à n'importe quel fichier dans le système. Mais sinon, vraiment, on enlève les permissions selon le besoin. Donc, il faut imaginer toujours le cas d'une entreprise avec des départements. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à tous les fichiers, etc. Oh oui, je peux envoyer les slides. Je n'ai pas compris la question. Déjà, qui représente le groupe et other? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux me... Qui veut dire que représente... Ah, d'accord. Que représente groupe et other? Bon, j'ai dit ça dans le TP. Donc, Linux, l'organisation, comment elle est? Donc, elle a des utilisateurs. Pour organiser le système, on va créer des groupes. Donc, par exemple, disons que l'utilisateur 1, 2, 3, il appartient au groupe 1, 3, 4, 5, groupe 2. Nous avons un utilisateur dans deux groupes différents. Donc, c'est vraiment le groupe et autres, ça sert beaucoup plus à l'organisation. Donc, comment organiser les utilisateurs dans un système quelconque. Bon, là, je vais l'utilité parce qu'il y a un seul utilisateur ou les deux maximum. Il faut toujours imaginer un cas où les utilisateurs sont utilisateurs, par exemple. Pour gérer par la suite les permissions, au lieu de modifier ça pour chaque utilisateur, on va juste affecter, par exemple, les utilisateurs. Donc, les quelques informations dans un groupe bien particulier. Ou le groupe avec les permissions. C'est ça, mais c'est juste sorte d'organisation. Par exemple, qui m'a l'organisation dans la faculté. Donc, on a la faculté, après, on a deux départements. Chaque département a les responsables, etc. De rien, Hakim.
pour Adel, le masque dont les restrictions d'accès à tous les fichiers existants à la fois, oui. Donc, le masque هذاك il sera appliqué le moment où l'Inta fait le masque هذاك. Donc, إذا بدلت le masque هذا 022 il est appliqué les fichiers اللي crééتهم déjà. Mais إذا بدلت le masque ديالي دركا رجعتو par exemple 302 le masque هذا il sera appliqué les fichiers ou les répertoires اللي راح نكرييهم مورا ما موديفيتو. هذه حاجة. Si oui, alors comment attribuer des droits d'accès spécifiques à un fichier précis? En utilisant tout simplement la commande chmod. Donc, chmod, elle est faite pour donner ou la restreindre des droits pour un fichier et ou un répertoire bien particulier. C'est bon? Autre question? Alors, si c'est bon, il n'y a pas de question. Je vous dis, oui, je n'ai pas compris l'utilité de la commande access. La commande access, c'est juste vérifier si on a un droit bien particulier sur un fichier quelconque. On lui donne comme paramètre le nom du fichier et la permission, donc soit lecture, écriture, exécution, etc. Et on peut vérifier l'existence d'un fichier. Donc, est-ce que les fichiers, il existe? L'utilité d'AHA beaucoup plus, c'est par exemple, tu as un programme, tu as des traitements sur un fichier bien particulier, tu as le nom d'IALO. Après, on peut directement le traitement on ne sait même pas est-ce qu'on a les droits ou là. Donc, l'utilité d'AHA, c'est vérifier est-ce qu'on possède des droits bien particuliers sur un fichier pour faire les traitements par la suite. C'est bon? De rien. Alors, je vous remercie. Je vous dis bon week-end. Merci également. Merci à vous, madame. Bonne journée. Merci à vous de même.